Bonjour, dans la présente vidéo, je vais introduire le premier exercice évalué de ce cours Python qui va consister à rédiger un article tutoriel présentant une bibliothèque Python. Python est un langage qui vient avec pléthore de bibliothèques pour faire tout et plus ou moins n'importe quoi, comme on l'a vu Turtle, qui est quelque chose de fourni de base. Et une des forces de langage qui fait peut-être une difficulté aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui existe, quand utiliser quoi, et un peu qu'est-ce qu'on a à disposition quand on désire réaliser un problème. Donc, vous serez évalué sur cet article. Pour moi, il faut qu'il contienne une introduction, une conclusion et au moins un exemple d'utilisation. Au niveau de la masse de travail, ça correspond, si on désire l'imprimer, à entre 3 et 5 pages. Si vous faites moins que 3 pages ou plus que 7, 8, je risque de vous pénaliser. Et oui. Le format utilisé pour réaliser ce document, c'est un format qui s'appelle REST, pour Restructured Text. Et ça ressemble à du Markdown, c'est un petit peu plus compliqué, mais en même temps plus puissant quand il s'agit d'inclure du code ou d'inclure des images, etc. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, on va travailler sur GitHub et le résultat ressemble à ça. Moi, l'exemple que j'ai fait, c'est sur JSON, qui est un format de données basé sur JavaScript. Et depuis n'importe quelle page, on peut montrer le code source de la page. Alors, si je zoome, blam. Donc ça, ce deux points, c'est un commentaire ou une commande spéciale. Et là, c'est juste que je dis que ce document, il s'appelle JSON Tutorial, c'est-à-dire que je peux le référencer depuis ailleurs. Ça, c'est un titre important, un titre un peu moins important, un bout de code, un autre titre. Ici, je fais des liens sur la documentation officielle de Python. Un autre bout de code. Ces include me permettent d'inclure des documents réels qui vont être colorés justement en fonction du type de fichier. Et voilà, des liens bibliographie, ça c'est une note de bas de page, etc. Donc c'est du texte, qui a l'avantage du texte, c'est que c'est facile de collaborer, d'avoir des différences, de générer tout ça. Et à partir de ce format-là, on peut fabriquer de l'HTML, on peut fabriquer du PDF, on peut fabriquer des e-books, tout ce qu'on veut. Voilà, je laisserai le découvrir par vous-même. Tac. Presque. Alors, je vous propose une liste de bibliothèques Python, choisir parmi elles. Il y en a d'autres si vous voulez faire autre chose. Et parmi elles, j'ai noté certaines d'un serpent ou de deux serpents. Un serpent, ça veut dire que c'est pas un sujet nécessairement facile à aborder. Et deux serpents, c'est un sujet plus difficile. Si vous vous attaquez à ça, sachez que voilà, ce sera plus difficile à aborder, mais que vous serez récompensé en bonus. Alors, dans la liste, JSON et JSON Schema, je m'en suis servi en exemple. Il y a les built-ins. Donc les built-ins, c'est toutes les fonctions qui sont de base, hors toute bibliothèque. Il y a any, divmod, enumerate, eval, filter, lambda, map, etc. Un sujet moyen, c'est super. Alors super, c'est quand on fait de l'héritage pour pouvoir appeler la méthode d'un parent ou des parents. Et Python permettant l'héritage multiple, super a parfois un comportement qu'il faut un peu apprivoiser pour savoir comment ça se passe. D'où un serpent, à cause de l'héritage multiple. Donc si vous choisissez super, mentionnez l'héritage multiple. Il y a les dunder, donc toutes les méthodes magiques qui commencent par double underscore. Donc il y a init, initialisation, LT pour plus petit
que, quand on aimerait comparer deux instances. Iter pour faire une itération, donc une boucle for. Si mon objet il implémente iter, je peux faire une boucle for dessus. Matmul, c'est multiplication de matrices, matricielle, etc. Comme il y en a plein, il y a un petit serpent. Context lib, qui permet, c'est le mot-clé with, tout ce qui est aléatoire, les fonctions de temps, de date, les fonctions de maths, nombre, fraction, etc. Maths, nombre, fraction, ça peut être pris ensemble, tout peut être pris ensemble, ça va ensemble. Dans la suite, enum, gérer les énumérations, pathlib pour gérer les chemins sur un système, toutes les fonctions de statistiques, weakref. Python est un langage à Ramasmiet, donc il n'y a pas de free comme en Java, comme en C, pardon. Donc comme en Java c'est Ramasmiet, on ne doit pas faire de free. Et Python fonctionne avec le comptage de références. Donc si un objet possède plusieurs références sur lui, il va exister en mémoire tant qu'il y a au moins une référence. Et weakref permet d'avoir une référence qui n'est pas comptabilisée. Donc je peux référencer une instance externe sans avoir un lien dur vers elle. C'est-à-dire que cet objet-là peut disparaître de la mémoire et j'en serai pas informé. Voilà. Ça permet de faire du cache, de faire ce genre de choses. CSV, un petit module très simple, mais très utile dès qu'on veut lire des fichiers texte, écrire dans les fichiers texte format tabulaire. Les tests unitaires inclus avec Python, c'est unit-test, il y a doc-test, qui est un peu plus compliqué, et une bibliothèque hyper intéressante, hyper utile, qui s'appelle mock, mais qui demande un petit peu de s'y plonger. IO, pour input-output, donc les entrées-sorties, qui est un morceau intéressant. Et tout ce qui est données binaires, comme on travaille avec des bytes, avec des tableaux de bytes, avec des memory view, et le serpent, il est juste pour struct. Donc si vous faites ces éléments-là sans le struct, il n'y a pas le bonus. Si vous incluez le struct dans l'article, il y a le bonus. Ok ? Et c'est un seul package, tout ce qui est données binaires. C'est un sujet intéressant. Je le recommande. La suite, RE, c'est les expressions régulières. Email, SMTP, PopLib, c'est tous les outils à disposition pour traiter des données réseau de type email. Les threads avec threading pour faire de la programmation concurrente. Typing, donc typing c'est arrivé avec Python 3.5 ou 3.4. On peut écrire du code en spécifiant le type qu'on va utiliser, le type des variables, et on peut exécuter une version Python spéciale qui va vérifier que ces types sont bien respectés. Donc c'est un truc super avancé, vous allez trouver 2-3 vidéos, 2-3 articles. C'est une des directions que prend Python. Donc si vous avez envie un peu d'explorer les langages, c'est un sujet intéressant qui sera peut-être utile pour le cours de compilateur de 3e année. Async.io, c'est ce qu'on va faire en fin de cours. Donc c'est de la programmation asynchrone. Si vous voulez déjà vous y plonger, si quelqu'un veut s'y plonger, allez-y. Ça sera tout ça de gagner. Multiprocessing, alors le threading, on lance des threads, et multiprocess, on crée d'autres process. Donc on crée un programme séparé avec une mémoire séparée, etc. Donc un autre système de programmation concurrente. Bisect et heapq permettent de gérer des listes ordonnées ou plus ou moins ordonnées. Ça peut vous être utile en 3e année. La suite, ABC, c'est pour tout ce qui est classe abstraite, etc. Comment faire un module qui se comporte comme une liste, comme un élément itérable, etc. Donc comment créer des objets, nos propres classes, qui vont se comporter comme des objets de base de Python. C'est un sujet assez intéressant. FuncTools, c'est une bibliothèque utilitaire pour travailler avec les fonctions. IterTools, une bibliothèque utilitaire pour travailler avec des itérateurs. Collections, des collections.
Secrets pour gérer des données encryptées, HLib pour tout ce qui est MD5, SHA-1, etc. Bon, MD5 est cassé, SHA-1, il y a une collision récemment découverte par Google, etc. Ça peut être intéressant de savoir comment travailler avec ces formats. Et plein d'autres. Bibliothèque externe. La première qui est assez intéressante, c'est CFFI. C'est une bibliothèque qui permet d'interagir avec du code C compilé depuis Python. Alors ça, dans l'industrie, c'est énormément utilisé. Pas forcément avec CFFI, mais CFFI, c'est la manière la plus élégante actuellement. Bibliothèque HTTP, la plus populaire c'est Request. Vous allez certainement vous en servir si ce n'est pas déjà fait. Comment accepter des arguments en ligne de commande? Donc créer un programme, on peut passer des paramètres, etc. Il y a Click qui est très bien, Cell Native, c'est ArcParse. Colorama, afficher des couleurs dans la ligne de commande. Invoke permet d'exécuter d'autres programmes depuis Python. Comment on peut interagir avec ces autres programmes. Fleet vous sera utile pour le projet final. Donc Fleet permet de créer, c'est une manière simplifiée de créer un paquet Python, de l'envoyer sur PyPy, comme ça on peut l'installer avec pip et tout ça. Watchdog, c'est une bibliothèque qui surveille le système de fichiers. Donc on peut surveiller s'il y a des modifications dans les fichiers et agir en conséquence. Pour recompiler, pour générer des trucs. Matplotlib, la bibliothèque de graphique Python, qui est utilisée dans le milieu scientifique, de très bonne qualité. Le traitement d'image se fait avec les bibliothèques, c'est PIL pour Python Image Library. Et ces bibliothèques n'étant plus maintenues, la nouvelle bibliothèque c'est Pillow, le coussin, et qui se comporte comme pile. Donc Pillow. Et NetworkX, qui est une bibliothèque, elle mérite peut-être un serpent, NetworkX, qui est une grosse bibliothèque pour gérer des graphes. Donc des graphes dirigés, des graphes non dirigés, pouvoir les dessiner, calculer des chemins, etc. Donc dès qu'on va avoir affaire avec un graphe, travailler avec NetworkX, c'est top. La suite. Hug permet de créer une API REST. Donc, si vous voulez faire une application Android qui récupère des données d'Internet, etc., vous allez créer une API REST. Et Hug permet de faire ça en 2 temps, 3 mouvements. PyTest, qu'on a effleuré du bout de doigt avec le Flappy Bird. Coverage. Donc Coverage va mesurer quand on exécute ces tests, quelle partie de notre code est exécutée. Ça nous permet de savoir est-ce que j'ai des bouts de mon code qui sont couverts par aucun test, donc qui sont potentiellement pas testés, et ça veut dire qu'il y a peut-être des bugs. Après, c'est pas parce qu'on exécute du code qu'on exécute tous les chemins possibles, mais c'est un bon outil. Arrow, qui est une meilleure bibliothèque que ce qui est fourni nativement par Python pour gérer le temps, les jours, les mois, des additions et soustractions. Logging, qui est une bibliothèque pour afficher dans la console. Et il y a ColorLog en plus, qui se met par-dessus pour avoir quelque chose un peu plus funky. Donc comment, dans mon programme, je peux afficher des informations en disant là il se passe ça, là il se passe ça, là il se passe ça, pour, en cas de problème, savoir quelle était la chaîne d'exécution de mon logiciel. PyCrypto, qui peut aller avec HLib, donc qui ajoute plein de fonctionnalités cryptographiques à la bibliothèque de base, qui est un peu simple. Sphinx, qu'on va utiliser pour produire ce livre. Donc si quelqu'un veut explorer plus en détail, savoir un peu comment ça se passe. Et la fin, ça concerne l'assurance qualité. Donc quels sont les outils à disposition pour vérifier qu'un code il est conforme à des standards de style. Donc il y a le P-Code Style. Est-ce que mon code il est standard aux conventions de formatage du code Python? P-Doc-Style, est-ce que j'ai documenté mon code de manière standard? iSort, qui s'occupe de trier les imports dans le document. Voilà. Eclipse le fait, mais
Et plein d'autres. Si vous avez aucune idée parmi ce choix-là, il y a dans les bibliothèques standards, c'est dans la documentation, et il y a 2 listes de bibliothèques externes, si voilà, vous avez des idées. Comment ça va se passer? Pour s'inscrire, il va falloir forker le projet GitHub sur votre compte, choisir un sujet, créer une première page, et ensuite effectuer une pull request pour dire « moi, je veux ça ». Donc le premier qui a été accepté dans cette tâche-là a la bibliothèque. Je vais vous montrer comment ça marche. Ok. Donc, dans GitHub, on va un peu zoomer ce truc. Tac. Paf. Sur GitHub, vous allez à Clear Python et un bon truc à faire, c'est vous allez cloner ce truc. Ok. Git clone Live Python. On le récupère. J'ai du bordel, magnifique. Ensuite, vous allez créer votre fork. Donc un fork, c'est votre copie de travail chez vous. Ça prend un petit moment. Voilà. Et là, ce chemin-là, on doit, dans Git, l'ajouter dans les éléments à disposition. Donc il y a Origin, qui est celui du clone, et on va en ajouter un autre. Donc là, je l'ai ajouté. Et si je regarde, j'ai des branches chez moi et j'ai des branches sur Origin. J'ai les deux. Wunderbar. Maintenant, j'ai créé un fork, j'ai cloné le projet, j'ai ajouté le projet, je vais créer une branche d'après mon sujet. Donc mon sujet, ça va être HeapQ, pour l'exemple. Donc, un moyen de changer de branche en créant la branche, c'est checkout-b. Donc, je crée ma branche. Voilà, je suis dans HeapQ. Et je vais créer mon fichier source HeapQ index. On va aller dans source. Là, j'ai le répertoire JSON. Je vais mettre le mien. Je mets mon fichier RST. Et ce fichier, je dois le référencer depuis l'index. Comme ça, il va apparaître. Donc, dans mon index, j'ai JSON et je vais mettre HeapQ. OK? Et accessoirement, vous pouvez même ajouter votre nom ici. Ça serait top. Et changer la date si ça vous fait plaisir. Alors, ce truc-là a été ajouté. Je dois ajouter mon HeapQ. Voilà. Je vais ajouter donc j'ai mon nouveau fichier HeapQindex, j'ai mon fichier index.rst et je vais devoir créer une pull request. Alors pour ce faire, je fais mon commit. Je fais mon commit, HeapQ. Ça c'est PGP, c'est pas très important. Et je vais envoyer ça. On va faire un git push, je vais voir ce qu'il dit. Donc git push set upstream origin HeapQ. Le problème c'est que origin c'est HEARC
et j'ai pas les droits sur HR. Donc je vais pas pousser sur HR, je vais pousser chez moi. Je pousse chez moi. Magnifique. Et quand je reviens, si je suis sur mon projet Livre Python, j'ai une nouvelle branche là, qui est apparue là, HipQ. Et pour faire ma pull request, je vais sur le projet HEARC, Compare and Pull Request. Voilà, j'ai bien mon fichier qui a été ajouté, mes trucs, et je vais créer ma pull request. Et là, normalement, on va voir. Normalement, il est censé... Ah oui, Donc quand vous faites ça, je me suis un petit peu perdu. Là, dans la pull request, il y a une petite pastille qui apparaît. Voilà. Travis. Donc, Travis, c'est un service d'intégration continue qui, à chaque modification du code, va exécuter un script qui va, dans ce cas-là, construire le document. Et ce script-là va vous dire si ce que vous avez fait fonctionne ou fonctionne pas. Donc vous allez avoir un truc rouge, une croix rouge si ça marche pas, et un truc vert si ça marche. Et en basculant dessus, on verra l'erreur. Donc là, c'est vraiment tout ce qui se construit. Et pour construire le document chez vous, il y a un README qui explique comment faire pour le construire en HTML, en LaTeX, en EPUB. Donc s'il y a une erreur en ligne mais que chez vous ça marche, c'est que voilà. Donc là par exemple j'ai une erreur. Et là il hurle parce que dans mon document HipQ, j'ai pas mis de titre. Donc il peut pas créer un lien sur un document qui n'a pas de titre. Donc ma pull request là. Ma pull request elle est pourrie et elle va pas être acceptée. Tout simplement. Ok? Cool. Donc là je devrais ajouter un titre dans mon fichier index.rst. HipQ, là si je mets un titre, ça devrait fonctionner. Ce qui va se passer, c'est que chacun va travailler dans des branches séparées. Et pour mettre à jour votre code basé sur le code des autres, je vais des fois vous demander de faire un rebase. Donc rebase, ça veut dire que votre branche qui est partie à un moment donné, on va la mettre plus loin dans le futur. C'est un peu compliqué. On va le faire. Tac. Avec un titre, c'est mieux. Donc là, je repasse sur master et je modifie un truc. Par exemple, hey. 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 Donc, dans mon historique, j'ai master qui est là et ma branche ne part plus de master mais part d'un élément antécédent.
Ce qui veut dire que quand je travaille dans ma branche, je bénéficie pas des améliorations qui ont été faites sur master. Pour bénéficier de ces améliorations, donc depuis sa branche à soi-même, la branche qu'on désire, on va changer le départ de la branche. Donc je vais y rebaser, je vais mettre le nouveau départ de ma branche sur master et plus sur origine master. Enfin, plus sur le 6.1 BC mais sur le 5.7. Master, il change tout. Et là, mon HipQ, dans lequel je suis, il part de master. Et on a l'ancien qui partait de là, il partait de là. Donc quand on fait ça, quand on fait un push, on doit faire un force. Donc ce force, il va écraser tout ce qui a été fait sur GitHub et il va remplacer par la nouvelle branche. Parce qu'on a cassé la chronologie, donc on doit tout péter en gros. Voilà pour ce slide-là. Et quand la pull request est mergée, il faut supprimer sa branche. Donc il y a un petit bouton sur GitHub pour le faire. Vous pouvez le faire localement avec git push, par exemple, create HipQ. Donc là, c'est chez moi et je supprime 2 points. On en aura qu'une par la suite. Des ressources si vous avez besoin d'idées pour vos bibliothèques, vous savoir un petit peu comment ça peut ressembler. Il y a ce bouquin-là qui fait ce qu'on va faire nous, les 20 Python Libraries. Comment faire des erreurs en Python, qui peut être intéressant, et 2 livres d'introduction à Python, 101 et 201. Voilà. J'attends vos pull requests avec impatience.